Raptors. The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions. 112-109. Pascal the three. Good. All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in. Finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors. On va relancer pour un temps ce petit format jusqu'à la Summer League. Et pour débuter ce petit hebdomadaire des Raptors, le numéro 14, on va avoir dans un petit instant un invité. Il s'agit de Hugues d'Envergure. Il va nous parler des 4 joueurs qui ont été draftés par les Raptors lors de la draft qui s'est déroulée la semaine dernière. Les Raptors, on va revenir dessus, qui ont drafté 4 joueurs sur lesquels on va revenir avec lui pour savoir un peu quel rôle il pourrait avoir au sein de cette équipe. Parmi ces joueurs-là, je vous ai donné l'info ce mercredi, Ulrich Chomche qui a été échangé. Normalement, le pick numéro 57, pour l'instant, n'a pas été officialisé par les Raptors. C'est un peu l'info de cette journée que j'ai réussi à vous dégoter. En réalité, les Timberwolves ont atteint leur cap space pour la saison dernière. Ils attendent donc le début de la nouvelle année fiscale NBA pour que Chomche ne rentre pas dans leur book, même s'ils vont ensuite le transférer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le transfert et la signature de Ulrich Chomche devraient être effectives le 5 juillet. Du côté des informations, on va noter bien sûr que Davion Mitchell a été officialisé par les Raptors, tout comme Alexander Vezenkov, les deux qui arrivent en provenance de Sacramento. Il y a eu une petite rumeur qui est passée sur Twitter comme quoi Vezenkov allait s'engager du côté de l'Europe. Ça a été démenti et le transfert a été officialisé avec Vezenkov qui tentera sa chance une année de plus en NBA avec les Raptors. Parmi les autres nouvelles un petit peu de la semaine ou de la semaine dernière, puisque cet hebdo va sortir en milieu de semaine, on notera que les Raptors ont activé l'option pour Bruce Brown. Affaire à suivre au sujet de Bruce Brown. Va-t-il rester? Va-t-il être échangé? En tout cas, il y a eu un live assez marrant ce week-end sur Instagram du joueur qui paraissait tout content de rester in the six. Il disait back in the six. Il n'arrêtait pas de répéter ça. Je ne sais pas si c'était ironique ou pas. Mais en tout cas, Bruce Brown est un Raptor pour l'instant. On va suivre sa situation, tout comme on va suivre le dernier dossier important. On va rappeler également Garrett Temple a été re-signé par les Raptors pour venir jouer le rôle de mentor au sein de cette équipe. Et je parlais de Gary justement, c'est Gary Trent Jr. qu'il va falloir suivre. Les Raptors pour l'instant n'ont plus que 13 millions à lui offrir. Il se murmure qu'il serait intéressé par prendre encore moins pour aller jouer le titre du côté de Milwaukee. Est-ce qu'on va voir un Gary Trent Jr. prendre un minimum salarial pour aller jouer le titre avec Giannis Antetokounmpo et les autres Bucks? C'est une affaire à suivre. Un retour du duo Lillard-Gary Trent Jr. Pourquoi pas? En tout cas, il semblerait malgré tout que Gary Trent Jr. ne soit plus dans les plans des Raptors. Les Raptors qui ont énormément de joueurs sur les lignes arrières. On en est à considérer certains comme des ailiers. On se demande même qui va être ailier derrière RJ Barrett, tellement il y a d'arrière dans cette équipe. Mais ça, on y reviendra bien plus tard. Allez, tout de suite, on va accueillir notre invité du jour. Il s'agit de Hugues d'Envergure. Salut à toi, Hugues. Salut, merci pour l'accueil. Alors déjà, pour revenir de manière générale, on va dire que les Raptors ont repêché, tu vois, je suis en mode canadien. Ils Ouais, je vois ont, ça. ils ont drafté Jacoby
Walter de Baylor en numéro 19. Ils ont repêché Jonathan Mobo, parce qu'on a appris qu'il fallait pas prononcer le G. Je me rappelle plus de la fac, mais en tout cas, ils l'ont repêché San Francisco, San Francisco en numéro comme, 31. comme Bill Et, Russell, c'est l'héritier. et ensuite, on a eu des petits trades par-ci, par-là pour récupérer d'autres joueurs dont on va parler. Monsieur Shed, dont j'ai oublié le prénom, et Jamal. celui, vraiment, on va se dire, mais vraiment celui-là, il s'enjaille pour un pic 57, mais j'avais vraiment envie qu'on le récupère. C'est Ulrich Chomché parce que il est camerounais et on a besoin de francophones à Toronto. Il y a un beau projet autour de lui d'avenir. Donc voilà, les quatre joueurs récupérés. Même si Chomché, on attend toujours que ce soit officiel, les Raptors n'ont pas encore officialisé le trade pour le pic 57 et sa signature. Donc, affaire à suivre, mais on espère que ça va être annoncé dans les jours à venir. Revenons tout de suite sur quelqu'un, à mon avis, ça a dû te faire plaisir de le voir drafté, parce qu'on l'attendait un peu plus haut quand même, j'imagine. C'est Jacoby Walter. Baylor Basketball. Voilà, si jamais vous n'avez jamais entendu mon Baylor Basketball, il est en place puisque Baylor, c'est une de mes facs préférées. Et effectivement, Jacoby Walter, déjà très belle pioche, hein, parce que c'était un joueur, quand il est sorti du lycée, il était annoncé top 8 ESPN. Donc c'était une des grosses recrues du pays, très convoitée par toutes les high major NCAA. Il fait une année à Baylor et au bout de 3-4 matchs, on en parle comme un top 5 de sa QV. Donc c'est un joueur qui a baissé finalement au fur et à mesure de l'année, on va en discuter, et qui, je trouve, arrive dans un contexte, encore une fois, on va peut-être en parler, mais assez parfait pour lui, pour développer son potentiel tout en étant efficient très rapidement. Ouais, je voulais revenir sur sa saison justement parce que j'ai écouté votre podcast sur. Moi, j'aime bien vos podcasts individuels. J'en écoute énormément. Comme ça, je fais genre j'ai suivi la NCA alors que c'est pas du tout le cas. Mais ouais, du coup, après draft, je l'ai réécouté et ça m'a un peu refroidi au final parce que c'est vrai que vous disiez qu'il avait eu une deuxième partie de saison compliquée et qu'il y avait quand même certains points sur lesquels il y avait des réserves, comme la création pour le tir, la création pour lui-même, le fait qu'il allait très peu au cercle. Euh, Mm. Après tout ça, maintenant, comment tu peux nous le décrire? Est-ce qu'il y a quand même toujours ces freins par rapport à lui? Parce que c'était je sais plus combien de temps c'était dans la saison quand vous avez fait le podcast. Ça a peut-être un peu changé sur la fin de saison. Est-ce que ça n'a pas changé? Comment tu peux finalement décrire aux fans des Raptors le joueur qu'ils récupèrent après cette draft? Ouais, on a tourné cette émission, enfin ce podcast-là, sur la fin de saison. On est en plein March Madness, après March Madness, donc clairement D'accord, la situation a assez peu évolué. d'accord. Jacoby Walter, déjà, pour préciser, pour les gens qui le connaissent pas du tout, c'est un swingman, un poste de 3, 1m96, 208 cm d'envergure, donc des très longs bras et un corps assez développé déjà, 90 kilos, et un garçon, même s'il est freshman, qui est assez tanké. Et il arrive dans une équipe de Baylor qui est compétitive. C'est une équipe de Mhm, Baylor qui a gagné le titre il y a 3 ans de ça, et qui chaque année essaye de gagner ce titre de nouveau avec beaucoup de recrues, tu sais, par le marché des transferts, ok. le portail universitaire, donc beaucoup de joueurs d'expérience. Et ce freshman qui arrive, il a tout de suite un rôle de titulaire, et ça a été le premier volume de tir de l'équipe. Mhm, Donc, malgré le fait que tu aies plusieurs seniors, voire super seniors, donc les mecs qui ont fait 50 facs, le plus gros volume de tir de l'équipe, c'est lui. Et quand il arrive en début de saison, dans les matchs, donc pour ceux qui suivent pas la NCAA, globalement au début vous êtes des matchs un petit peu d'exhibition, hein, qui comptent pour le résultat, mais où les programmes choisissent de s'affronter entre eux mhm, jusqu'en janvier. Et en janvier vous avez les matchs de conférence. Et donc là vous jouez avec ok. les équipes de votre conférence, qui sont des matchs plus importants parce qu'elles vont définir ta capacité à aller en March Madness ou pas après. Et on a vu des matchs de pré-saison, entre guillemets, de saison régulière, avant le match de conférence, où il avait beaucoup de liberté et il attaquait beaucoup le cercle. Et il était ultra efficace. On avait un joueur qui finissait à plus de 65% près du panier, et qui, surtout, qui générait énormément de fautes. On en parle dans le podcast. Il Ouais. a un free throw rate incroyable. J'ai les chiffres là sous les yeux, à 48%, ce qui est très élevé quand on sait qu'il prend que 15% de ses tirs en lay-up. Donc c'est Mhm, vraiment juste n'importe quoi. C'est du profil RJ Barrett, dans le profil statistique, en termes d'agressivité au panier et de création de fautes.
lorsque les matchs de conférence arrivent, Jacoby Walter, il a plus du tout le droit de prendre ces tirs-là. Il a plus du tout de responsabilité balle en main. Il a plus toute création pour lui-même et d'attaque près du panier. On lui demande de faire que du tir extérieur. Ok. Parce que c'est un gros volume de shoot extérieur. Donc, il prend 58% de ses tirs à 3 points, ce qui est énorme pour un mec qui prend autant de tirs. Et il est efficace à 34%. Alors, le pourcentage, il est moyen parce que c'est un joueur up and down qui peut faire des très grosses soirées. Puis, il y a des soirs, il va faire un 1 sur 9, un 2 sur 9. C'est pas encore un joueur qui est totalement régulier. Mais dans son équipe, c'était la vraie menace extérieure. C'était un des joueurs les plus efficaces sur ce secteur-là. Donc, vraiment particulièrement défendu là-dessus. Et effectivement, c'était quasiment du tir créé que en réception. Alors, moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est que tu me confirmeras, tu connais mieux ton équipe que moi, c'est que le projet central, c'est Scully Barnes qui a beaucoup la balle. Mhm. Et il faut écarter le jeu autour, il faut libérer la raquette. T'as Emmanuel Quickley aussi qui est avec de la création balle en main, donc on va pas attendre de ça d'un Jacoby Walter en première attention. On va attendre du Sui Andy, voire plus si affinité, et là-dessus, il répond totalement aux critères. Et comme Guaide dit que vous avez drafté l'an dernier, c'est un joueur qui est efficace en catch and shoot, donc sur de la finition bout de chaîne dans les corners 45 degrés, mais qui peut aussi sortir des courses. Et ça, c'est très intéressant. On peut avoir des systèmes où il va être poseur d'écran et puis ensuite, ce que Buddy il fait très bien en NBA, poser l'écran et puis ensuite Mhm. venir pop en extérieur ou bien aller prendre un pin down, un floppy, ressortir et shooter. Donc clairement, on a un joueur très polyvalent sur le tir qui va donner beaucoup plus d'espace aux intérieurs que ce que vous aviez pu avoir sur les dernières années et qui va défensivement, on n'en a pas encore parlé, pourra apporter des garanties sur les postes de 3. Ouais, justement, je voulais te demander sur sa défense, comment tu le situes à cet instant en NBA? Et on va en profiter pour direct passer là-dessus. Quel rôle tu lui vois en première année? Parce qu'il y a un débat sur le poste 2 des Raptors, clairement, on ne sait pas vraiment. Les Raptors sont passés d'une équipe qui avait une tonne de forward et très peu d'arrière Ouais. à maintenant une pléthore d'arrière, mais on se demande même comment ça va se passer. On attend de voir si Bruce Brown va être transféré. Il y a d'énormes chances maintenant que Gary Trent Jr. ne soit pas re-signé. Déjà, il n'y a pas les fonds pour. Et en plus, on ne voit pas comment on va faire jouer tous ces arrières-là. Surtout qu'on a en plus récupéré, on a en plus récupéré Davion Mitchell de Sacramento, donc C'est un autre vrai. joueur de Baylor d'ailleurs. Euh, donc, quel rôle tu lui vois? Est-ce que justement, parce que je pense que la défense, c'est ce qui permet aujourd'hui d'être titulaire ou non, euh, est-ce qu'il a la défense pour être titulaire, prendre ce poste 2 dès cette saison où tu penses qu'il va y avoir besoin de développement et qu'il va plutôt sortir du banc? Dès cette saison, je pense pas. Quand on écoute le podcast qu'on fait, il y a un truc très ambivalent sur Jacoby Walter, c'est qu'on sait qu'il va être un excellent défenseur. Le corps, il est là, la longueur de bras, elle est là, l'agressivité sur le ballon, elle est là, les réflexes, c'est bon Mhm. aussi, la coordination œil-main, elle est bonne. Loin du ballon, ça se perd pas non plus, ça peut switcher sur plusieurs positions, ça encaisse bien le contact, donc tout ça, on le projette bien. La difficulté qu'on a eue cette année, du côté de Baylor et qu'on n'avait pas trop vu au niveau lycéen, c'est la navigation sur pick and roll, sur Mhm. le point of attack. Tu l'as dit, Davion Mitchell est arrivé, donc il aura sûrement des missions là-dessus, mais maintenant on sait qu'NBA, les 2-3 portent beaucoup la balle et joue le pick and roll. Et Jacoby Walter, cette année, il s'est beaucoup fait prendre dans les écrans et on a vu un joueur qui était souvent en retard et avait du mal à récupérer son joueur. Ce qui s'explique pas particulièrement parce qu'en attaque, quand il jaillit des écrans et qu'il bouge, la rotation des hanches, elle est exceptionnelle. Le tir, il part très vite. Les pieds bougent très vite. Donc, je Mhm. pense qu'il y avait plus un manque d'effort du côté de Baylor parce qu'il avait énormément de responsabilités offensives, notamment dans les courses parce qu'il dépensait beaucoup d'énergie là-dedans. Et qu'en NBA, comme beaucoup de joueurs hein, qui sortent de la fac, il va devoir récupérer une priorité défensive parce qu'il y aura des mecs plus forts que lui qui joueront à côté, qui auront plus de responsabilités. Et à ce moment-là, je pense que ça va se faire. Pour moi, la transition, elle va devoir se faire sur l'année. Il y a un joueur qui lui ressemble un peu dans le morphotype et dans le rôle avec moins de potentiel dans l'équipe des Raptors que vous avez récupéré, c'est Ochai Agbaji. Alors, je sais que Monsieur Agbaji n'a pas fait une énorme saison chez vos Raptors, mais
dans le morphotype et dans la polyvalence défensive, on avait un peu ce profil-là. Et Jacoby devrait normalement prendre le lead au fur et à mesure que les années évoluent. Donc pour moi, c'est pas un titulaire indiscutable, loin de là, dès Mhm. sa première année. Par contre, effectivement, le projet, au bout de fin de saison ou au bout de 2 ans, on peut avoir un joueur qui se loque le poste. Super, c'est super intéressant. On va avoir une belle bataille pour ce poste 2, c'est vrai. Il y a Ochai aussi. Est-ce qu'on peut jouer avec deux meneurs, avec Davion, même si je le vois plus backup? Est-ce que ça sera Walter? Est-ce qu'on peut jouer un peu plus grand avec Grady Dick? Ça va être très intéressant de voir tout ça sur ce poste 2, mais on laisse ces problèmes à Darko Rajakovic. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas à nous de décider. Clairement, sinon on serait pas là, hein. Exactement. Je pense que c'est bon pour Jacoby Walter. On va passer à Mobo, mais Manu nous avait déjà fait le profil. Donc juste pour lui, j'aimerais savoir si quel rôle tu lui vois pareil chez les Raptors. On dirait que c'est un peu, en plus c'est marrant parce que c'est son meilleur ami, mais c'est un peu un profil à la Scottie Barnes. De là à le mettre au même niveau, je dirais pas ça, mais dans ses qualités, ses défauts. Manu nous avait décrit aussi un Draymond Green sans tir. Ouais. Quel rôle tu lui vois? Je pense que ça sera de la second unit, mais est-ce que en année 1, il peut avoir pas mal de temps de jeu? Je pense que oui, parce que c'est un joueur qui est expérimenté, qui fait plusieurs années à San Francisco. Mobo, effectivement, la comparaison de Draymond Green, elle est facile dans le sens où tu as un pivot sous-dimensionné très puissant, vraiment très puissant sur ses appuis, fort rebondeur et en plus qui a une bonne vision à la passe et qui est excellent sur les situations de hand-off. Donc il y a ce côté-là un peu touche à tout. Il n'a pas la pose de dribble de Scully Barnes, il n'a pas la vivacité et la verticalité de Scully Barnes. Vous avez eu du vieux Tadeusz Young. Je sais pas si, alors, Tadeusz Young, je l'ai pas trop vu chez vous. Moi, je l'avais vu à Chicago et je l'avais vu un peu à Phoenix, où il était excellent de ce système d'un peu de plaque tournante, pivot sous-dimensionné, où il passait très bien, il posait des écrans, il évitait du hand-off. Et je pense que Mobo, il peut avoir ce rôle-là de pivot plus que de poste 4, de pivot sorti de banc et qui va articuler et qui va juste fluidifier l'attaque. Ses limites à ce joueur, c'est la verticalité, hein. Clairement, il saute presque pas. On le bouge pas en bas. Il est indéboulonnable en bas au sol, mais il va pas pouvoir vraiment proposer de défi vertical. Et puis, manque de shoot aussi. Donc, pour moi, c'est un bon joueur de rotation au mieux. Deuxième pivot, troisième pivot. Et en plus de ça, s'il a une relation particulière avec Scully Barnes, son intégration, elle devrait se faire plus facilement dans l'équipe. Donc, ça, c'est cool. Yes. Par contre, j'ai vu un truc impressionnant, c'est que en attaque, il a énormément dunké. Il a plus dunké, je crois, que Zion ou que j'avais vu la stat passer que plusieurs joueurs dont on connaît leur qualité pour aller Hmm. finir au cercle. Est-ce que malgré tout, il a une bonne finition ou c'est vraiment du dunk s'il a des lignes droites, quoi? Non, il a des vraies bonnes mains. Sur slip roll aussi, il est assez intéressant parce qu'il peut finir des deux mains. Il a du Ok. decision making sur tout petit. Après, il joue dans une conférence où on n'était pas très grand. Donc, c'est une bonne Ok. conférence. C'est la même conférence que Santa Clara qui est sorti Jalen Williams, Mhm. Podziemski. C'est la même conférence que Gonzaga. Voilà, c'est euh, la, la West Coast, mais on n'est pas non plus sur des ultra athlètes, surtout sur le poste intérieur. Donc, il a D'accord. dominé en fait face à des pivots de 2 m 01, 2 m 03, ce qu'il est. Sur des seven-footers, il en a quasiment pas affronté. Et face à Gonzaga, il n'a pas été particulièrement impressionnant, par exemple, qui avait un peu plus de taille. Ok, c'est bien, c'est important à préciser, on surveillera tout ça. Ok, passons à Jamal Shed. Là, on a besoin de toi parce que j'ai absolument pas fait le profil. Et bon, on s'est quand même, je me suis quand même renseigné parce que là, ils ont déjà pas mal sorti de podcast aussi, les collègues anglophones. À quoi on peut s'attendre? Gros défenseur, défenseur de Mhm. l'année, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, En tout cas, dans sa conférence ou dans dans la sa- Big 12, c'est sûr. En NCAA global, c'est possible. Je suis pas sûr, mais en Big 12, oui. Alors, à quoi on peut s'attendre? Et pareil, là, on va faire direct. Est-ce qu'il peut avoir des minutes chez les Raptors dès l'année 1 ou est-ce que tu le vois plus aller en G-League se développer? J'imagine que c'est ce qu'il peut faire en attaque qui va pour lui déterminer s'il peut être sur le terrain ou pas. Ouais, Jamal Shed, on l'a vu dans deux contextes
différents, donc c'est intéressant. Houston Cougars qui sont passés en Big 12, ils étaient avant dans une belle mid-major et ils ont été upgradés en Big 12 et ils ont déboîté la Big 12. Donc comme quoi le fait de relever le niveau n'a pas été un frein. L'an dernier, il était deuxième, troisième option derrière un joueur qui a été drafté au premier tour, Marcus Sasser, qui était un petit meneur de jeu qui maintenant joue à Detroit et qu'il avait un peu moins de responsabilité balle en main et beaucoup de situations de catch and shoot à 3 points, tout en étant une peste défensive. Enfin, c'est un pitbull, hein. C'est monté très petit, mais c'est très puissant, c'est très tanké et ça bouge bien. Cette année, côté Houston, beaucoup de départs. Marcus Sasser, Tremont Mark qui partent. Et donc, il se retrouve à être le primary ball handler, le créateur principal de cette équipe. Et c'est un joueur qui a gardé en efficacité. Alors, il a perdu un peu en efficacité à 3 points, mais il y avait un moins bon spacing, plus de responsabilité. Par contre, il est toujours efficace près du panier. Et surtout, ce qui est impressionnant chez ce garçon, c'est dans la création à mi-distance. Sur pick and roll, il est à plus de 42% sur du pull-up et c'est 95% de pull-up. Donc, c'est un joueur qui, lorsqu'il a la balle en main sur pick and roll, arrive à se créer son propre tir et est efficace sur les 3 niveaux, est une vraie menace. Maintenant, pour du niveau NBA, j'ai peur que la création enfin, en tout cas, les qualités athlétiques, la vitesse de jeu font que ça va être un frein pour lui offensivement. Je vois plus un joueur s'il joue. Pour moi, c'est comme tu le disais, un joueur de plus de G-League, mais s'il joue, responsabilité d'abord défensive. Scully Barnes a la balle, Barrett Quickly ont la balle et lui il est à côté, il défend fort, il met du shoot à 3 points et sur la transition il peut créer dans un profil qui peut faire penser à Juice McBride à New York, qui Ok. était aussi un meneur de jeu qui était ball dominante en NCAA et un gros athlète. Et quand il arrive en NBA, on lui demande de faire, parce il est petit, du 3&D au départ. Et puis, quand tu as ton opportunité au bout de 2 ans de NBA, ben, quelques répétitions, à ce moment-là, tu peux jouer un peu balle en main sur des situations et décanter. Mais pour moi, c'est un troisième meneur plus qu'une vraie solution pour les Raptors. Oui, je pense avec l'arrivée de Davion Mitchell, il va être en troisième, troisième backup meneur. Enfin, Mm. deuxième backup, parce que le premier n'est pas un backup. Qu'est-ce que je raconte? Mais ouais, ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, les Raptors ont quand même ciblé. Un des gros problèmes de la saison dernière, c'est que la défense était devenue catastrophique. Donc, Mm. on voit qu'ils vont vraiment tenter de trouver des joueurs qui pourraient apporter. On va le suivre. Je pense que déjà, il va pas être two-way parce que ce qui s'est dit à la draft, c'est qu'il a refusé des two-way Mhm. en étant pour être non drafté. En tout cas, il a refusé des two-way. Je sais pas si on a le droit de leur dire s'ils sont draftés, qu'ils vont avoir un two-way. Donc, à mon avis, il a refusé des two-way non draftés et les Raptors lui ont offert dead pick. Donc, on va suivre ça. Et pour finir, parlons un petit peu. Parlons un petit peu, même si je sais que Manu m'a dit il y avait pas beaucoup d'images de lui et que c'était compliqué de le scouter. Mais juste, qu'est-ce qui fait saliver chez Ulrich Chomche? Pourquoi les Raptors, au-delà de mettre l'histoire, de rentrer dans l'histoire, ça, on savait, il y avait que Masai pour drafter le premier joueur sorti de la NBA Academy Africa, c'est sûr. Mais il l'a pas fait par hasard de toute façon. Qu'est-ce qui est alléchant chez Ulrich Chomche? Bah, c'est un joueur quand nous on était en live quand il y avait le stream. Alors j'étais en craquage hein, parce que c'était la fin du second tour. Il y avait la fatigue des 2 jours. Mais quand je vois pick 57 Raptors, je dis bah c'est Ulrich Chomche quoi. J'avais pas eu d'infos, mais je savais que ça allait être Ulrich Chomche. Enfin, c'est un garçon qui était pas du tout destiné à aller dans cette draft normalement. Ce qui les Là, on a pu un peu tous le voir, c'est lors du match, tu sais, il y a le McDonald's All-American qui est un peu le Mhm. All-Star des garçons qui sortent du lycée, qui vont aller à l'université ou en tout cas qui sont de l'année N-1 pour la draft. Et notamment, il est dans l'équipe Monde avec Nolan Traoré qui fait un excellent match. Et dans cette équipe, il a quelques responsabilités. On voit un athlète incroyable. C'est un seven-footer qui bouge très très bien. On voit un bon passeur, un joueur qui fait des bonnes décisions. On voit un joueur qui a un bout de potentiel au niveau du tir aussi dans les entraînements. Et alors même si sur le match il brille pas, hein, si vous regardez le live, moi je me moque un peu parce que je dis il met 2 points et il prend un rebond. Mais c'est pour le coup un vrai potentiel. Là où Mobo est un joueur fini. Jamal Chad est un joueur fini. Jacoby Walter, le plancher est très safe, donc le potentiel est un peu élevé, mais le plancher est très safe. Donc Jamshé, il y a tout à faire.
Donc je pense que c'est le côté un peu excitant chez ce garçon-là. Et si Ulrich Chomche garde son nom à la draft alors que vraiment il n'y a aucun retour sur lui, que c'est pas un mec dont on parle, c'est qu'il avait une promesse, je pense, assez tôt de la part d'un front office et donc sûrement des Raptors en disant dans tous les cas, nous on te développera chez nous plutôt que tu fasses une année de plus et que tu deviennes peut-être un top 20, top 30 et que tu nous coûtes trop cher. Viens avec nous à Toronto, on te garde, on te promet de l'argent, un contrat professionnel et on te développe à la maison. Ouais, ça ressemble énormément à ce qu'ils avaient fait avec Dalano Banton, parce qu'il me semble que Banton, on disait la même chose, qu'il n'était pas forcément prêt et qu'il Mm. aurait été beaucoup plus haut dans la draft suivante. Et les Raptors ont pris, je sais plus exactement quel numéro, mais autour de 40, il me semble. Et là, bah, j'ai eu la même réaction que toi. Moi, j'étais dans la salle de presse avec tous les journalistes anglophones. Et, et, et quand j'ai vu qu'il y avait un trade pour le 57, je me suis dit, il faut que ce soit Chomché. Et quand ça a été Ouais. lui, ils m'ont entendu crier, ils se sont demandé pourquoi lui il s'enflamme pour un pic 57. J'ai fait un francophone. C'est vrai que clairement, tu vois, que tu regardes, regardais la liste avec notre board et on voit un Camerounais, on se dit bon ben Yes. voilà, il est pour Toronto. Enfin, vous avez un historique là-dessus. Et puis Toronto, ça fait plusieurs fois, comme tu le disais, hein, que vous préférez prendre des gars pas prêts et les développer en interne parce que vous avez un vrai programme de développement et que c'est connu dans le monde amateur, semi-pro et professionnel que en termes de développement de jeunes, c'est une des grosses références de la NBA, les Raptors, et que tu peux y aller en n'étant pas NBA ready et on va te donner du temps, on va te donner de la confiance et on va avoir un vrai projet pour toi. Donc c'est cool d'avoir dans ton front office ce département de scouting et de développement et que les gens te fassent autant confiance. Ouais, donc bon là, on est certain que pour la saison 1, il ne devrait pas mettre les pieds en NBA. On a même entendu des possibilités, des rumeurs, mais ça, j'y crois pas trop, de stash. Qu'est-ce que tu en Hmm. penses? Est-ce qu'il va plutôt, il aurait plutôt intérêt à être en G-League ou est-ce qu'il pourrait faire une année de plus? Je sais pas s'il fait une année de plus. D'ailleurs, est-ce qu'il retourne à la NBA Academy ou est-ce qu'il pourrait aller jouer pro quelque part? Qu'est-ce que tu en penses un peu de ça? Bah, si tu le stages, globalement, c'est pour proposer quand même un contrat financier aux joueurs, donc ce serait, Ouais. je pense, plutôt du professionnel. On sait que les stages dans les dernières années, ça se passe très rarement bien, pour dire que souvent ça se passe très mal, hein. Beaucoup de joueurs maintenant le refusent. Si tu stages, c'est vraiment plus financier. C'est quand tu veux Ok. garder du cap sous le côté parce que ça te libère ton cap. On a vu les Knicks le faire là, par exemple, pour Hartenstein. Alors finalement, ça s'est pas fait, mais c'était le projet. Je l'enverrai plus en G-League parce que vous avez une vraie communication dans votre staff de G-League. On sait que ça, il y a souvent des très gros retours et qu'il y a un échange des deux côtés. Donc, pour moi, c'est mieux de le garder en G-League, sachant que dans votre équipe de G-League, il y aura sûrement des joueurs comme Jamal Chet qui va faire des piges, qui vont pouvoir le développer, le Rich Chomche. Donc, c'est pas comme si on avait 30 garçons qui avaient 18 ans, comme on pourrait avoir dans du pro ou NBA Academia ou NCA, et qui veulent tous se faire une place. Donc, je pense que c'est une bonne option pour lui. Ok, parfait, on va suivre tout ça. Et il y a un dernier joueur dont je voulais te parler parce que les Raptors ont signé un two-way. Si tu as le nom, tu peux me devancer, je suis en train de le rechercher. Alors, je regarde. C'est un pivot de 25 ans qui a fait les 5 années, qui était à Utah, je crois. Brandon Carlson. Ah oui, oui, Les oui, oui. Raptors, après la draft, ont signé Brandon Carlson en two-way contract. Donc, pareil, ça répond pas mal à un besoin, puisque c'est un pivot qui peut shooter de loin. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur lui, à part ce que je viens de dire? Bah, Brandal Carlson, effectivement, en plus j'avais réagi à ton tweet, je crois, ou j'avais réagi en tout cas à de l'actu là-dessus. C'est donc pivot qui sort des Utah Utes, qui effectivement est très vieux parce qu'il a fait une année de mission mormone, pardon, D'accord. pendant un an. Donc il représente une église, c'est l'église alors je vais faire la traduction française du Christ des jours derniers. Et il est parti à Manchester, Royaume-Uni, pour pouvoir faire son service mormon et aider ce que beaucoup de gens dans la fac de Utah, en tout cas de l'État d'Utah et de la fac de Utah font. Donc c'est très régulier. Donc lui, il a 25 ans, il est déjà marié, il a ses projets de vie. Le basket, c'était un kiff, mais c'est pas forcément une finalité. C'est un grand
qui effectivement peut shooter à 3 points. C'est un grand qui est très à l'aise sur le post-up aussi, qui a des vrais moves post-bas, qui est bon sur pick and roll, qui pose des bons écrans, qui est capable de finir des deux mains. C'est un joueur d'expérience. C'est pas un très bon défenseur parce qu'il y a un manque de mobilité évidente. C'est un joueur qui est monté fin. En termes de morphotype, on le voit, hein, il a 25 ans et il arrive à peine à dépasser les 100 kilos, donc il va se faire enfoncer. Pour moi, ça c'est pareil, c'est du joueur de G-League et lui, je pense qu'il est en train de profiter de ses années professionnelles et de l'opportunité qu'il pourrait avoir à Utah et que si il se fait couper, c'est pas sûr que derrière il renchaîne avec 3 ans de basket. Voilà, il y a ce genre de garçon-là, je pense que il fait ça et il a d'autres projets derrière et que c'est bien pour de la G-League encore une fois. Ok, bon, on suivra ça, on suivra son évolution. Bah, je pense que c'est parfait, on a fait le tour de ce que je voulais aborder. Bah, merci beaucoup Hugues. Ah, merci à toi surtout, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé, toujours super d'entendre tes avis et en plus ton humour. Là, on n'a pas eu trop l'occasion de l'aborder, mais dans les podcasts d'envergure, c'est toujours un grand plaisir. En tout cas, merci Bah à toi. merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Ciao! Lowry for three.